c'est toujours compliqué pour quelqu'un de dire je suis super bon, je fais plein de choses, etc. Donc je vous encouragerais plutôt à demander à un entrepreneur dans lequel Isaïe a investi est-ce qu'il y a une valeur ajoutée, mais je peux vous donner les principes de base. Les principes de base, c'est qu'on est un actionnaire financier, qu'on est présent au board et qu'on est associé dans le business. Okay, notre positionnement en termes de fonctionnement, c'est de dire si le gars ne nous pipote pas, on est supportif whatever happens. D'accord, si le mec nous pipote, on le lâche. D'accord, parce qu'on considère qu'être associé à un bandit, c'est pas une bonne chose dans la vie, donc il faut éviter et on lâche. Ça ne nous est jamais arrivé pour l'instant. Ceci dit, j'ai développé en 15 ans un détecteur de bandits qui commence à fonctionner un peu. Et la grande trouille pour un investisseur professionnel, c'est de backer un bandit. Hein. C'est le pire, c'est l'humiliation. Backer un bandit, vous êtes un investisseur professionnel, c'est l'humiliation la plus forte. Donc, si le gars ne pipote pas, même si c'est dur, on est supportif à 100%. Supportif à 100%, ça veut dire que quel que soit le tour de table, on mettra notre prorata, on remettra de l'argent. Si personne ne met de l'argent, on en remettra. Enfin, ça veut dire des choses quand même, hein, supportif à 100%. Et puis, c'est pour ça qu'on fait peu de deals aussi, hein, parce que pour être supportif à 100%, on ne peut pas le faire que je vois mon ami Bérébi qui fait un deal toutes les semaines, ne peut pas être supportif à 100% sur toutes les boîtes, hein, et c'est impossible. Moi, j'en fais un tous les 4 mois, 5 mois, je peux être supportif à 100% dans toutes les boîtes dans lesquelles je rentre. Et puis ensuite, en termes d'interaction et d'aide, ben, c'est à la demande. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent « pas besoin de toi, pas besoin de moi ». En fait, c'est assez rare que les gens n'aient pas besoin de moi sur rien. Mais les gens sur lesquels les gens nous demandent de l'aide sur quoi? Les sujets juridiques, financiers, levée de fonds, etc. En général, on aide bien un entrepreneur qui fait pour la première fois. Les sujets recrutement, soit trouver des gens, soit faire les références checks sur des gens, soit faire des rendez-vous avec des gens pour vérifier qu'ils sont bien. L'intro auprès d'un certain nombre de clients. Dans les pure players du web à Paris, il n'y a pas grand monde qui ne soit pas actionnaire d'Isaïe. Enfin, quasiment. Enfin, en tout cas, la génération 1.0, ils y sont quasiment tous. Et en tout cas, quand ils ne sont pas actionnaires, on les connaît tous. Et puis après, il y a la stratégie sur laquelle il peut y avoir des débats. Au bout du bout, la stratégie, c'est l'entrepreneur qui la décide. Mais un entrepreneur qui a eu un débat avec un investisseur et qui ressort avec un gars qui lui dit « moi, je crois à ton truc », il repart regonflé comme pas possible. S'il a débattu qu'avec lui-même, bah, le question mark de ma stratégie, est-ce la bonne? Il n'est pas sûr. Il se dit, je suis convaincu, mais voilà. Donc, servir de miroir, là-dessus, c'est utile. Puis de temps en temps, sur la stratégie, on dit, on ne croit pas du tout à ton truc. Donc, soit le gars, il dit, bah, je m'en fous, j'y crois quand même et je fonce. Bon, puis on lui dit, vas-y, mais le mois prochain ou dans 2 mois, tu reviens avec des résultats qui montrent que ça marche ton truc. Soit il dit, ouais, bah, vous dites que vous n'y croyez pas, vous avez sans doute raison, je vais réfléchir, je reviens vers vous. Bah. Et donc cette interaction, elle peut être de temps en temps très intense et de temps en temps très... Est-ce que vous réfléchissez avec lui par exemple? Enfin, nous, on est... je pense que le sens de la question, c'est ça. Est-ce que... Si on vient chercher des fonds, pourquoi, pardon, moi je suis un entrepreneur, je viens de faire une levée de fonds, disons ma boîte marche très bien, je n'ai pas spécialement d'investisseur, mais pourquoi pas? Pourquoi vous conseillerez à un entrepreneur qu'il y a une vraie valeur en plus de l'argent? Je pense que les investisseurs professionnels en capital risque en France, ma génération, on a vécu la bulle Internet, l'éclatement de la bulle Internet, la chute de Lehman Brothers, la crise de 2009. Hein. On n'est pas des enfants de la dernière pluie, quoi. Et on est tous, vous regardez les fonds, on est tous, c'est les mêmes depuis 10 ans, sauf ceux qui sont morts, quoi. Hein. Donc c'est un tout petit groupe de gens qui ont vécu... Qu'est-ce qu'on a comme particularité? C'est qu'on a vécu les 15 dernières années l'émergence d'un écosystème et qu'on a vécu chacun une vingtaine ou une trentaine d'histoires. Un entrepreneur, quand il en a vécu 2, c'est déjà un entrepreneur expérimenté. D'accord? Donc nous, on est capable de détecter des espèces de patterns de succès ou d'échecs, de moments où il faut accélérer, de moments où il faut faire le gros dos, de choses qu'il faut éviter de faire pour ne pas griller son histoire, de façon de communiquer pour, etc. Donc, on a cette espèce d'expérience qu'on peut partager. Maintenant, une boîte, elle est dirigée par un entrepreneur. Donc lui, il prend ça, il intègre, il le synthétise, il l'use plus ou moins bien. Moi, je dis souvent qu'un entrepreneur, un investisseur qui a du pouvoir, c'est un mauvais investisseur. Un investisseur qui a de l'influence, c'est un bon investisseur. C'est un métier d'influence. C'est compliqué d'avoir de l'influence. Hein. Avoir du pouvoir, c'est très facile. Je te fais signer un contrat, je dis que si jamais tu n'as pas fait ça, je peux te taper sur la tête. Hyper facile. Le pacte d'actionnaires, quelque part, il écrit des choses comme ça.
Mais si je sors le pack d'actionnaires, c'est que l'histoire, elle commence à être moche. Si par contre, je ne sors jamais le pack d'actionnaires et que je dis, tu sais, je ne crois pas trop à ton truc, tu devrais itérer là-dessus. Et vous demandez justement des chiffres pour suivre l'évolution de la startup. Bien sûr, ben un board ça existe, ouais. Un board, ça fait regarder des chiffres, ça regarde tout. C'est important cette notion de board parce que les startups non financées n'ont pas forcément de board. Vous savez qu'il y a plusieurs types de board. Il y a en gros en France deux types de board. Il y a les conseils d'administration et les conseils de surveillance. Je ne sais pas si vous connaissez la différence statutaire entre les deux. Alors, en gros, je parle de ce qu'est SA, mais en fait, quand on fait des SAS, on mimique les statuts d'une SA dans une SAS, donc ça revient au même. Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, c'est un organe de surveillance qui a un seul pouvoir, révoquer le management. Un seul pouvoir, révoquer le management. Donc ça va très bien dans les grands groupes, cotés en bourse, avec des actionnaires qui nomment un conseil de surveillance, qui lui-même nomme un directoire, le directoire dirige la boîte, et le jour où les actionnaires sont vraiment pas contents, on révoque le directoire. Okay, si vous faites d'une start-up, la relation investisseur-start-upper, elle devient un peu tendue quand même, et donc on ne fait jamais de conseil de surveillance. On fait des conseils d'administration. Un conseil d'administration, ce n'est pas du tout un organe de surveillance, c'est un organe de gestion. C'est-à-dire qu'il porte la responsabilité de la gestion de la boîte. Pas le day-to-day, mais voter le budget, voter les rémunérations des dirigeants, voter l'attribution de stock options, voter les acquisitions, voter les changements stratégiques, voter les investissements, voter l'endettement, en étant responsable, en étant associé dans la gestion de la boîte. Donc forcément, on va demander des choses pour valider un budget. Forcément, on va demander des choses pour valider le fait qu'on s'endette, pour valider le fait qu'on fait une acquisition, etc., etc. Donc on est associé dans le business, pas dans le quotidien, mais on est co-responsable de la gestion. D'accord? Donc voilà la philosophie d'association entre un entrepreneur et un investisseur. Donc j'imagine que ce que vous apportez quand même finalement, c'est aussi peut-être de la méthodologie sur la lecture des chiffres, non? Parce que parce que c'est ce qui peut manquer aussi à un entrepreneur, c'est de la méthodologie sur comment lire les chiffres, comment estimer un budget, ce genre de choses. On voit les boîtes progresser au fil du temps. Moi j'ai d'abord une conviction très forte que les entrepreneurs n'ont pas forcément, c'est que les chiffres ne mentent jamais. Et ça, je peux vous dire d'expérience, je n'ai jamais vu de chiffres mentir, enfin de chiffres justes mentir. Des chiffres peuvent être faux, c'est un autre sujet. Mais quand les chiffres sont justes, ils mentent jamais. Si un truc descend, c'est que ça va pas bien. Si un truc monte, c'est mieux, etc. Et donc déjà, avoir cette vision un peu pragmatique de les chiffres ne mentent pas, et piloter un business avec des chiffres, c'est évident. Et dans le web, c'est encore plus évident, parce qu'on peut tout mesurer, tout compter, tout machin, etc. Ensuite, l'exigence, on va dire, de qualité de la fonction finance dans une start-up, elle augmente au fil du temps. Être capable de faire un forecast à 1 an dans une boîte qui a 1 an, c'est de la science-fiction. Dans une boîte qui a 5 ans, si elle n'est pas capable de prévoir son prochain trimestre, il y a un problème. Donc voilà, donc il y a cette maturité, il faut l'accompagner et apprendre petit à petit aux gens à maîtriser de mieux en mieux leurs chiffres, passé et futur. Sachant qu'une boîte qui est vraiment mûre, elle maîtrise son futur. Le passé, on s'en fout. Voilà. On discutait justement avec Paulin de Dravy qui disait que c'était ça que ça lui a apporté aussi, c'est ce cadre structurant justement du board où ça lui apporte comme ça une structure. Vous avez expliqué en fait qu'il avait fait des levées de fonds en fait avec des angels avant, et qu'il y avait justement les gens de Blablacar, des gens qui avaient une activité qui était proche de la sienne et qui du coup l'avait aussi vachement aidé dans. Enfin, ça fait sens d'avoir quelqu'un de Blablacar qui met des sous. Ils se sont retirés, depuis d'ailleurs, parce que ça posait un problème de conflit d'intérêt. Parce que Blablacar fera peut-être de la location de voitures en particulier à un moment donné, donc on a... En gros, sur le côté un peu mentorat, quoi. Enfin, c'est le mot mentor, coach, etc., il peut être employé de plein de façons. Le mot associé dans le capital d'une entreprise et participant au conseil d'administration, ça c'est le point d'ancrage. Après, on étend plus ou moins son rôle. Moi, pour donner un exemple, j'étais le premier investisseur institutionnel dans Price Minister. J'avais investi en 2004, fin 2004, et Pierre, il avait 26 ans. Il était jeune, 26 ans, c'est pas très vieux. Et il y a plein de choses qu'il a fait pour la première fois entre 2004 et 2010, forcément, puisqu'il était... et ben, en gros, quand il ne pouvait pas parler à son équipe, il m'appelait. Il disait, j'ai jamais fait ça, qu'est-ce que je fais, comment je le fais, etc. Bon, c'est pour ça qu'on est devenus proches, c'est pour ça qu'on est devenus... on a monté Isaïe ensemble. Il y a d'autres entrepreneurs qui sont plus expérimentés, qui sont à leur deuxième boîte, etc. Bah, le nombre de coups de fil, il va baisser. Ça va être un coup de fil toutes les semaines ou tous les 10 jours, contre un coup de fil tous les 2 jours. Ouais. Mais c'est normal. Et nous, on n'est pas là pour dire tu dois m'appeler tous les 2 jours. On est là pour dire tu m'appelles quand tu veux. Ce qui est assez différent.
investisseurs investis dans des boîtes du coup, qui ont été plus early stage que les chiffres annoncés, mais qui nécessitent un investissement de départ un peu plus important. Donc, il y a des projets comme ça, et aux États-Unis, il y en a un certain nombre qui vont être financés comme ça en très early stage avec des gros montants. En France, on ne voit quasiment jamais. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait et sinon, pourquoi, sinon, pourquoi? Alors, je l'ai véritablement jamais fait, d'accord. Alors après, tout est un peu relatif. Non, parce que mais ils n'avaient pas du tout le même modèle quand vous avez investi. ils n'avaient pas de modèle quand on a investi, ouais. C'était quand même une belle. Mais ils existaient depuis assez longtemps. Et ils avaient déjà une belle communauté. Il y avait, je crois, 200 000 membres dans la communauté quand on a décidé d'investir. Mais il n'y avait pas de modèle économique. Mais il y avait une courbe qui montrait que le truc était en train de décoller vraiment. Non, pour répondre à ta question plus précisément, tout est une question de dosage. Rentrer dans une boîte avec des entrepreneurs expérimentés dans sa première année en mettant entre 1,5 million et 2 millions, on l'a déjà fait. Donc, on l'a fait sur Shopmium par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Shopmium. Shopmium, on l'a rentré, la boîte était live depuis 3 semaines. L'appli était dans l'App Store depuis 3 semaines, donc c'est pas très vieux, 3 semaines. Donc ça, on l'a fait. Donc imaginez que vous mettiez le premier million d'un truc qui a besoin de 10 millions avant d'exister. Et que les mecs qui mettent les 9 millions suivants n'existent pas. Quelle est votre situation du gars qui a mis le premier million? C'est les yeux pour pleurer, quoi. Et c'est pour ça que vous voyez les tours d'Angel de 1 million, 2 millions de dollars aux États-Unis très souvent. Vous dites, ou même 3 millions de dollars d'Angel, vous dites, mais comment c'est possible, etc. Sur des projets, vous dites, mais il faudra plein d'argent. Et oui, parce qu'en mettant 3 millions de dollars, ils savent que trouver les 10 millions qui suivent, la chaîne de financement prend le relais. Alors que nous, il n'y a pas de relais à ce niveau-là. Alors, si je prends l'Europe, pour être simple, en France, il n'y a personne qui a un gros chéquier, personne. Plus gros fonds, 150 millions, d'accord. Donc, plus gros ticket possible en entrant, c'est, vous faites les ratios avec moi, c'est 3-4 millions max pour rentrer dans un business. Et en Europe, il y a 3-4 fonds à Londres qui sont capables, qui ont des gros fonds, et qui sont ultra picky, et qui vont prendre les quelques belles histoires qui sont vraiment comme ça, et qui vont pouvoir financer les Index, les Axel, les Balderton, et les gens comme ça. Si votre histoire, elle n'est pas parmi les 3 ou 4 qui vont faire, elle est morte. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas, malheureusement, que objectivement, les projets que tu décris, on ne peut pas les faire. Après, il n'est pas possible d'aller se financer ensuite aux États-Unis, par exemple. Il faut avoir une vision un peu... bien évidemment que si quelque chose est exceptionnel, ça peut motiver un mec de Menlo Park de venir à Paris faire un deal. D'accord. La question, c'est, parmi le nombre, qu'est-ce que la chaîne de financement va trouver comme suffisamment exceptionnel pour justifier un investissement? Et par définition, ce filtre, il est hyper sélectif. Moi, je parle de 1500 boîtes, j'en fais 3. Mais vous prenez les gars qui font des investissements worldwide en growth capital, ce qu'on appelle growth capital. C'est ce que je faisais à un moment donné chez 3i. Je suis parti en Californie en 2008 pour diriger cette équipe-là. On regardait des dossiers dans le monde entier. On était prêt à faire des chèques de 50 millions de dollars. D'accord? Mais on avait un niveau d'exigence sur l'attraction, sur la qualité du management, sur les financials, etc., qui n'était pas de la startup early stage. Hein. Donc voilà, je crois que le minimum de revenus qu'on demandait, c'était 20 millions de dollars. Bon,